Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Il commence à faire froid et en Europe, 700 000 personnes dorment chaque nuit dans la rue ou dans un hébergement provisoire. Il y en a 5 000 rien qu'à Bruxelles. Que fait l'Europe et que fait une grande ville comme Bruxelles pour lutter contre le sans-abrisme et la pauvreté en général? On en parle avec Ariane Derix, directrice de l'ILO, un centre qui lutte contre l'exclusion sociale, et avec Mounir Satouri, un député européen français dans le groupe des Verts. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et d'abord je vous présente Ariane Derix. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de l'ILO, c'est un centre qui vient en aide aux sans-abri. C'est quoi le profil du sans-abri aujourd'hui? On a l'impression que le profil du vieux clochard a complètement disparu. Alors complètement, en effet. On ne peut pas dire qu'il y ait un profil, mais de multiples profils, avec malheureusement l'arrivée dans ces situations de sans-abrisme de publics qui sont vraiment en difficulté et qu'on ne voyait pas auparavant, les femmes, les jeunes, des familles. De plus en plus, on peut voir ce type de profil dans les rues, mais aussi dans des situations de très grande précarité. Et qu'est-ce qui les jette dans la rue? Ce sont des accidents de la vie, comme on dit parfois? Alors les causes sont évidemment multiples, aussi multiples que ne sont les profils de ces personnes, et elles sont assez différentes en général en fonction des profils. On sait que les femmes ne parviennent pas dans les situations de sans-abrisme pour les mêmes raisons que les hommes. En général, les premières causes de sans-abrisme chez les femmes, c'est plutôt les violences conjugales, et les parcours de violence de manière globale, et les problèmes de santé mentale, eux-mêmes générés par des problèmes de violence souvent. Les jeunes connaissent beaucoup de ruptures familiales, sont dans des situations aussi de parcours d'institutionnalisation qu'ils rejettent à un certain moment, et ils se mettent aussi eux-mêmes en rupture par rapport à la société. Les causes sont très multiples, et aujourd'hui avec la crise Covid et la crise économique post-Covid, on voit que les facteurs de fragilité sont plus importants aussi. Alors, on dit qu'il y a un tiers de Bruxellois qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est énorme, c'est presque pas croyable. Alors c'est énorme, les chiffres sont pourtant là pour confirmer le constat. Évidemment, Bruxelles, qui connaît probablement la crise immobilière la plus forte dans le pays, même si on sait que ça commence à toucher d'autres villes, étant dans une situation un peu particulière. Aujourd'hui, énormément de personnes paient un loyer qui est beaucoup trop important par rapport à leurs revenus. Beaucoup de personnes paient jusqu'à 2/3 de loyer, 2/3 de leur revenu qui est consacré au loyer. C'est beaucoup trop important. On sait que maximum 25% du revenu devrait être consacré au loyer pour vivre dans la dignité. Donc en effet, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens basculent assez vite vers le sans-abrisme. Il suffit d'un petit pépin de parcours et on y est. Alors, vous avez 2 maisons à Bruxelles. Qu'est-ce que vous faites dans ces maisons? Vous accueillez des personnes en difficulté, vous leur proposez un logement, de la nourriture, plus que ça, de la réinsertion sociale également? Alors le travail que nos équipes font est vraiment construit autour d'une approche globale de sortie du sans-abrisme qui permet à la fois aux personnes de trouver des solutions qui répondent à leurs besoins de première nécessité, manger, se laver, laver ses affaires, déposer ses affaires dans une consigne. Ça se fait au départ d'un centre d'accueil de jour. Nous avons des maisons d'hébergement temporaire qui sont dédiées aux femmes seules, aux hommes seuls ou aux familles. Nous faisons tout un travail aussi autour de la création et la captation de logements durables, avec un travail de remise en logement, d'installation en logement et d'accompagnement pendant un certain temps pour aider la personne à ne pas retomber dans une situation de sans-abrisme. On travaille sur les questions d'emploi et de formation aussi. Ça fait partie de l'ensemble des solutions qu'on doit pouvoir proposer à nos publics. Bref, les axes sont multiples. Et donner de l'emploi, c'est aussi de donner de la dignité aux gens. C'est peut-être ça le plus important?
La dignité, c'est clairement une des valeurs qui fait partie de l'ensemble de nos actions. Dans l'ensemble des axes dont j'ai parlé, la valeur dignité est très forte. Et évidemment, l'emploi, la formation, reconstruire un projet de vie une fois qu'on a pu retrouver un logement, c'est essentiel. Et j'ai vu que même le roi était venu visiter l'îlot. Qu'est-ce qu'il a dit Oui, mais il était assez épaté effectivement par la diversité des solutions qu'on essaie de construire pour répondre à la problématique. Bon voilà, je pense que ça démontre aussi le dynamisme de notre organisation. On parvient vraiment à proposer des solutions novatrices et c'est probablement ce qui a marqué le et les personnes qui l'ont rencontré, elles ont trouvé ça un peu folklorique ou c'était important pour elles Alors on a eu droit évidemment à toutes sortes de réactions. Je pense qu'il y a quand même une forme de fierté autant de la part des équipes que peut-être du public de se dire qu'il y a un intérêt tout d'un coup sur notre situation. Parfois quand même un peu de la colère aussi, hein, il faut reconnaître, de se dire on vient nous rendre visite un jour, mais on nous oublie le reste de l'année. Alors, on va accueillir maintenant Mounir Satouri, qui est un député européen français. Il est membre du groupe des Verts. Mounir Satouri, merci de nous rejoindre. Je vous présente Ariane Derrix, que vous pouvez saluer, mais de loin. Enchantée. Prenez place dans le petit fauteuil qui vous attend. Le Parlement européen a proposé l'an dernier d'éradiquer le sans-abrisme d'ici 2030. Mais enfin, il y a quand même 700 000 personnes en Europe qui dorment dans la rue. Ça fait du monde à reloger. Est-ce que ce n'est pas un petit peu illusoire? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Vous y croyez vraiment? C'est toujours, les ambitions sont toujours à saluer. Il se trouve que même cette ambition que vous trouvez forte aujourd'hui n'est pas à la hauteur du problème. Le Parlement européen a identifié 15 millions de pauvres au sein de l'Union européenne. D'autres observateurs, et on a d'autres études qui disent qu'on est jusqu'à 90 millions de précaires, d'extrêmement pauvres. Ouais, donc la situation de la précarité... Donc, une personne sur 5 quasiment en Europe. La situation de la précarité est terrible. Et puis que fait l'Europe? Pas assez, et pas assez vite. Et la crise de la Covid est venue révéler, marquer, montrer encore plus nos vulnérabilités. Et il est grand temps qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus grande autour de cette question de la précarité. Il y a des salariés pauvres au sein de l'Union européenne. C'est pour ça que le Parlement européen, et moi je suis plutôt fier du travail qu'on a fait, a délibéré autour d'un salaire minimum pour qu'enfin le salaire paye et permet de vivre le plus dignement possible partout au sein de l'Union européenne. Mais la problématique, et vous en avez parlé, du sans-abrisme est importante. Mais le sans-abrisme, c'est un peu la pointe de l'iceberg. On manque de logement. Il y a tous les pauvres, effectivement. On manque de logement là où il y a les gens. Donc il faut qu'on réorganise l'aménagement du territoire. Les logements sont précaires. La précarité énergétique est terrible parce que vous parliez du poids que pèse à Bruxelles le loyer dans la vie des ménages. Mais c'est parce qu'il y a des dépenses contraintes importantes, et notamment liées à la question énergétique. Et donc, il va nous falloir un grand plan d'isolation thermique à l'échelle européenne. L'ambition de l'Union européenne est importante. Les moyens ne sont sans doute pas à la hauteur. Et puis, c'est important de le faire parce que ça agit sur les dépenses contraintes, ça crée de l'emploi. Ce n'est pas possible d'avoir des travailleurs précaires, ce n'est pas possible d'avoir des jeunes qui tombent dans la précarité. On vient de délibérer sur le salaire minimum. Moi, je suis pour qu'on ait un débat et des actes politiques forts pour le revenu minimum. Et ce revenu on doit minimum, éradiquer la pauvreté au sein de l'Union européenne. Ce revenu minimum, ce salaire minimum, il ne s'impose pas encore dans tous les pays européens? On vient juste de voter au sein du Parlement européen. Et vous savez, vous qui êtes un observateur attentif, le processus législatif va encore être long puisqu'on va discuter avec le Conseil pour l'avoir. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut que partout en Europe, qu'il y ait un salaire minimum qui permet de vivre dans la décence. Moi, j'ai même introduit dans les considérants la notion durable de vivre bien. L'idée de ce que j'ai réussi à introduire n'était pas un salaire qui permette de se loger, mais de se loger dans de bonnes conditions, de manger dans de bonnes conditions, de se déplacer dans de bonnes conditions. Et ce sur quoi on converge, c'est qu'on doit être à 60% du salaire médian. Il va y avoir, si les États membres l'appliquent dans le respect de cette directive, une augmentation de niveau de vie pour des millions de travailleurs et travailleuses européens. C'est aussi, sans doute, une manière de réduire le dumping social. En fait, il faut qu'on inverse la logique
au sein de l'Union européenne, que la question financière, économique ne prime plus, qu'on ne soit plus dans la concurrence des uns contre les autres et qu'on se construise un destin politique ensemble. Et moi, je le dis souvent aux réunions de la Commission emploi et affaires sociales du Parlement européen, ce n'est pas juste de l'Europe sociale qu'on discute de cette commission, mais du projet européen. Parce qu'en réalité, c'est ces difficultés de nos concitoyens qui donnent du poids au discours des extrémismes, qui appellent à en finir avec le projet européen. Ce qui se joue, si on a l'attention importante sur nos concitoyens qui souffrent le plus, c'est aussi notre capacité à continuer à vivre ensemble dans ce beau projet qu'est l'Union européenne. Ariane Dirix, quand vous entendez ça, vous vous dites ce sont des belles paroles. Est-ce que vous vous demandez qu'est-ce que fait l'Europe ? On se demande ce que fait l'Europe, certainement. Moi, je rebondis sur ce que votre invité dit. Je me retrouve complètement dans cette lecture de la situation. En effet, les restrictions budgétaires qu'on a pu voir en Belgique, ailleurs en Europe aussi. En Belgique, on a connu ces restrictions budgétaires et on a vu dans nos secteurs, bien avant la crise Covid et la crise économique qui a suivi, tous les effets dévastateurs que ça avait produit. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'un projet politique extrêmement ambitieux, beaucoup plus ambitieux que celui qu'on nous propose aujourd'hui pour arriver à éradiquer la question de la pauvreté et du sans-abrisme en particulier. C'est une problématique extrêmement complexe qui demande une solution complexe aussi. Aujourd'hui, la solution ne peut plus venir que du secteur des professionnels du sans-abrisme. Les associations seules ne pourront pas trouver les solutions suffisantes pour régler le problème du sans-abrisme. Donc vous dites que ça doit venir du politique. Ça doit venir du politique, très certainement. Et ça demande aussi un courage d'arriver à rebousculer peut-être un peu la manière dont on construit les solutions en Belgique. On est dans un modèle institutionnel, on le connaît, en Belgique, qui est très complexe, qui a morcelé les compétences, les niveaux de pouvoir ont morcelé effectivement les solutions aussi. Je pense qu'on a besoin, pour cette problématique de la grande pauvreté et du sans-abrisme, de repenser à des solutions interministérielles et qui décloisonnent aussi les compétences. On a des plans ambitieux aujourd'hui, par exemple, sur la question des violences faites aux femmes. Je pense qu'on a besoin de la même chose sur la question de la lutte contre la pauvreté. Il faut agir à tous les niveaux. Sur la question du sans-abrisme, il faut agir à tous les niveaux. Il faut produire du logement et du logement social. Il faut aller louer un certain nombre d'appartements pour y mettre à l'abri les personnes. Il faut créer plus de places dans l'hébergement d'urgence. Il faut savoir, pendant l'hiver, mobiliser notamment l'hébergement dans les hôtels pour mettre à l'abri. Mais il faut aussi, dans les centres-villes, se battre contre Airbnb et les plateformes qui sortent du marché locatif des logements. Il faut retravailler l'aménagement du territoire pour que là où il y a du logement, on puisse mettre de l'emploi, du service public pour que les personnes ne soient pas obligées de venir dans les grandes agglomérations. Vous voyez, le problème est tellement colossal qu'il faut agir de tous les niveaux. Il nous faut un plan d'action à toutes les échelles et chacune et chacun a un rôle à jouer, y compris le secteur associatif. La réquisition des logements, c'était la loi Onkelings en Belgique, ça marche ou ça ne marche pas ? Alors, elle est compliquée à mettre en œuvre parce qu'on sait que dans beaucoup de situations, les logements qui ne sont pas occupés ne le sont pas forcément parce qu'il y a de la spéculation immobilière derrière. C'est une partie du phénomène, mais il y a toute une série d'autres facteurs qui font que ces logements ne sont pas occupables aujourd'hui. Néanmoins, c'est une partie de la solution quand même. On s'y attaque à Lilo, on travaille beaucoup sur la question de la création et de la captation de logements. On le fait au départ de solutions innovantes comme un projet comme Home for Less, qui est un projet de construction d'une boîte dans la boîte, venir avec des modules, des logements modulaires qu'on installe dans un logement qui n'est plus aux normes du Code du logement, par exemple. Donc, en effet, il y a des solutions qui peuvent être imaginées, mais ça n'est jamais qu'un petit morceau de la solution. Moi, je rejoins complètement monsieur sur cette idée qu'on doit pouvoir travailler sur les causes et les effets du sans-abrisme conjointement. Il faut vraiment qu'il y ait un parcours de solutions qui implique l'ensemble des responsables politiques et associatifs à tous les niveaux. Vous parlez du politique, mais est-ce que vous mettez en cause également le privé ? En fait, quand je dis mettre en cause, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous avez des accords avec des grandes surfaces, notamment au niveau des invendus. Est-ce que c'est peanuts ou est-ce que c'est important ? Alors, je dirais que c'est la solution qui sert aujourd'hui à défaut d'autre chose. Sur la question de la santé alimentaire, beaucoup de professionnels du secteur
Et on en fait partie, revendique quelque chose de beaucoup plus digne. La vraie solution, c'est pas de permettre aux gens de venir faire la file pour venir chercher un colis alimentaire. On s'en contente aujourd'hui, faute de mieux. La vraie solution, c'est de permettre aux gens de sortir de la situation de précarité dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, la crise économique post-Covid, elle a plongé un nombre beaucoup plus important de personnes dans des situations de précarité. On doit pouvoir permettre aux personnes de ne pas dépendre d'un colis alimentaire, d'un chèque d'aide sociale. Il faut pouvoir relever le niveau de vie des personnes, sans quoi on va continuer à voir la catastrophe s'aggraver. Alors, vous comptez également sur les dons des citoyens, mais il y a une manière originale de faire des dons, c'est acheter des petits pots de Lilo qui sont devant moi. Alors racontez-nous, expliquez-nous, c'est quoi ces petits pots? D'abord là, je vois une petite tapenade. Ce sont des pots que vous fabriquez vous-même, c'est bio et c'est bon. Alors, c'est fabriqué par des personnes qui ont eu un parcours sans abri ou de grande précarité, qui sont accompagnées par des professionnels de l'alimentation et de l'alimentation bio en particulier. Ça fait partie de nos valeurs, effectivement. On est dans la durabilité à tous les niveaux. C'est un projet qui permet d'être un tremplin vers l'emploi traditionnel, on l'espère, pour ces personnes qui ont eu un parcours de grande précarité. La question de pourquoi des pots alimentaires, mais d'abord parce que l'alimentation, c'est un des problèmes, effectivement, auxquels on est confronté dans le secteur sans-abri. Et bien manger, c'est important aussi. C'est aussi ça, restaurer la dignité des personnes qu'on accompagne, c'est leur permettre de travailler au départ de projets qui ont des belles valeurs et leur permettre d'avoir accès à ce type de projet, c'est important pour nous. Alors, il y a du pesto, il y a du houmous, de la tapenade, il y a du caviar. Caviar d'aubergine. Caviar d'aubergine, voilà. Vous m'avez fait peur. Ce sont des produits qu'on peut trouver dans toute une série de magasins, actuellement en région bruxelloise, bientôt on espère au-delà de ses frontières, qu'on peut trouver et qui permettent d'une part... On vous en donnera un, hein. Voilà, tout à fait. Vous allez pouvoir choisir. Donc c'est une manière de sensibiliser le grand public de manière détournée à la cause du sans-abrisme. Au départ, les gens achètent un pot qu'ils trouvent sympa, goûtu. Ils découvrent peut-être à l'occasion, grâce à la petite languette qu'on a ajoutée, que c'est un projet d'économie sociale intéressant. Et c'est une manière aussi, il faut le reconnaître, de générer des revenus complémentaires qui viennent aider la cause que l'on porte. Et vous l'avez dit, c'est vrai, les dons, c'est une partie importante. On ne le dit pas assez. Pour une organisation comme Lilo, ça représente 35% de nos budgets. Je le souligne parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est important aussi de pouvoir compter sur cette solidarité-là, mais que ça va commencer à devenir compliqué. Les citoyens et les citoyennes s'appauvrissent de manière générale. Encore une fois, la crise économique est là. Et donc, ça ne va pas suffire de pouvoir compter sur les dons des citoyens. On parlait des travailleurs pauvres. C'est une réalité que vous rencontrez, vous ? Oui, complètement. C'est peut-être quelque chose qui nous est revenu comme une claque dans la figure au lendemain de la crise Covid. Le premier confinement et la première vague, le lendemain même du premier confinement, on a vu toute une série de travailleurs pauvres qui sont venus demander un soutien à des organisations comme la nôtre. C'était assez affolant et ça a révélé en effet la situation de pauvreté qu'on connaissait peut-être trop mal. Mounir Chatouri, sur la question alimentaire. Oui. 7% des Européennes et Européens ne mangent pas à leur faim. En France, tous les 2 jours, il y a 1 Français sur 5 qui saute un repas complet. Vous voyez la gravité du diagnostic. Et donc, il faut agir. On a obtenu, le Parlement européen a obtenu que, lorsqu'on a discuté du FSE+, le plan d'aide aux plus démunis, que 3%, que les États soient obligés de mettre 3% de ces sommes dans l'aide alimentaire d'urgence. Ce n'est pas assez. Il faudra aller plus loin. La précarité augmente et je crois que vous l'avez vu ces derniers mois. Oui, complètement. Et aujourd'hui, les gens doivent parfois choisir entre remplir leur frigo ou payer la facture d'énergie. Et ça ne va faire que s'aggraver quand on voit l'explosion des coûts de l'énergie, par exemple. Le revenu universel, ce ne serait pas une solution ? Si, ça serait une bonne piste. Moi, j'attends toujours le débat. Ne fût-ce que pour les jeunes, par exemple. J'attends que le débat ait lieu. Je crois que le commissaire Schmitt, à l'occasion d'un discours il y a quelques mois, avait ouvert la piste du débat. Je ne vois encore rien arriver de la part de la Commission européenne. La précarité des jeunes est quelque chose de grave. Nous, on l'a vu en France, la queue des jeunes pour aller rechercher des colis alimentaires. Dans le cadre de la présidentielle en France, le candidat écologiste que je soutiens, Yannick Jadot, propose un revenu citoyen ouvert aux 18-25 ans, car la situation de précarité des jeunes est grave. Et nous avons un devoir d'offrir à nos jeunes les moyens de leur autonomie. On s'interroge beaucoup sur ce que les jeunes peuvent apporter en dynamisme, en investissement à nos sociétés. Il est temps qu'on ait un dispositif
En France, ça peut prendre la forme de ce revenu citoyen ouvert aux 18-25 ans, de leur donner le moyen de leur autonomie. Alors, il y a souvent des débats dans plusieurs capitales et grandes villes européennes sur la place d'une plateforme comme Uber. Elle donne à la fois du travail à des tas de jeunes en particulier, qu'ils soient livreurs à vélo ou chauffeurs de voitures, mais en même temps, certains disent, voilà, c'est une société américaine qui abuse socialement de ses travailleurs. C'est quoi votre point de vue? Il faut dire qu'il y a un débat très vif pour le moment dans une ville comme Bruxelles, mais c'est le cas dans d'autres capitales européennes. L'ubérisation de l'économie européenne est un vrai danger. Et je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour éviter que ça vienne toucher les pans de plein de secteurs d'activité. Alors, le plus célèbre, c'est évidemment les transports. Et les taxis, dès le début, les professionnels des taxis avaient alerté. Mais aujourd'hui, ça commence à toucher d'autres secteurs. Demain, quand vous allez vouloir manger, on va commander sur une plateforme des repas produits dans des hangars. Et c'est tous nos modes de vie qui vont s'ubériser. Mais Uber, c'est un vivier de travailleurs pauvres. Non, mais il y a un vrai problème de statut de protection des travailleurs. Mais en même temps, Uber, ça donne quand même du travail. Tout le monde n'a pas le choix. Ça donne quand même du travail à certaines personnes. Et puis les jeunes aujourd'hui, vous le savez, ils ne peuvent plus se passer d'Uber. Mais moi, je ne crois pas. Je pense que oui, les jeunes aspirent à avoir du travail. Moi, je souhaite qu'on crée des emplois de qualité, des emplois durables. Et les jeunes ont droit, comme d'autres, à plus de stabilité et à une protection sociale. Sincèrement, ça serait un bel aveu d'échec. Si on se dit, ici, au sein du Parlement européen, qu'on n'a rien à offrir à nos jeunes, aux personnes précaires sans emploi, que de les livrer entre les mains d'Uber pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'on aura raté quelque chose. Ariane Dirix, est-ce que vous soutenez la campagne qu'a lancée à Bruxelles l'association Infirmiers des rues? Elle propose en fait de passer une nuit dehors le 17 décembre prochain. Tout ça se retrouve sur le site de l'association. Bonne idée, ça, pour sensibiliser le public et les politiques, peut-être? Je pense qu'il y a plein de bonnes idées pour arriver à sensibiliser le grand public. De manière générale, Infirmiers de rue est un des partenaires de Lilo avec lesquels on travaille beaucoup. Et donc, ça démontre la créativité de ce secteur à trouver les moyens de sensibiliser le grand public, qu'il est de plus en plus. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand on vit dans une ville comme Bruxelles, si on n'a pas vu ce que c'était la situation du sans-abrisme, c'est qu'on n'avait pas envie de le voir. Je suis juste un peu prudente, moi, par rapport à des actions qui peuvent faire croire aux personnes que vivre une nuit en rue, c'est comprendre ce que c'est la situation du sans-abrisme. Et en particulier quand c'est pendant l'hiver, parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est difficile l'hiver en particulier, alors qu'en fait c'est difficile tout au long de l'année d'être sans-abri. C'est difficile quand il pleut, bien plus que quand il fait froid, nous disent les personnes qui vivent cette situation. Et en Belgique, il pleut tout au long de l'année. C'est difficile quand il fait chaud parce qu'il y a moins de points d'accès à de l'eau, etc. Donc, en réalité, la situation de sans-abrisme est plus complexe que juste passer une nuit pour s'en rendre compte. Vous seriez prêt, Mounir Satouri, à passer une petite nuit dehors, là, comme ça, pour... Oui, et par ailleurs, je l'ai déjà fait. Enfin, moi, avant d'être député européen, j'étais travailleur social, donc je suis un peu sensibilisé à ces questions. Et je partage complètement vos diagnostics. Si ça peut faire connaître à certains la situation, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Et moi, j'avais vu des chiffres où il y a plus de décès de sans-abri l'été que l'hiver. Oui, tout à fait. On en parle beaucoup l'hiver à cause du froid, mais en réalité, l'été, quand il fait chaud, se déshydrater, etc. Et c'est une partie du problème, parce que quand on fait croire que le sans-abrisme est surtout concentré pendant la période hivernale, on a tendance à développer des solutions d'urgence massivement durant cette période-là. Donc on mange une grosse partie des budgets publics à cette période-là de l'année et on ne propose pas des solutions structurelles. Or, c'est de solutions structurelles que ce secteur a besoin, véritablement. Pendant de très nombreuses années, on a malheureusement orienté une grande partie des budgets publics vers des solutions d'urgence et ça a empêché de construire des solutions durables. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les chiffres sont affolants. Mais parce que c'est un fait médiatique que l'hiver. C'est oui, l'hiver quand il fait froid, qu'on a des reportages à la télé, qu'on entend parler des sans-abri, alors qu'en fait, ils sont dans la précarité et en danger toute l'année. Et que les décès l'été sont plus importants que l'hiver. Donc... Mounir Satouri, à côté de vous, 2 enveloppes surprises avec une bonne question et une mauvaise question. Vous prenez laquelle?
Alors, vous orientez un peu mon choix, parce que je me doute que vous allez prendre la verte. Et quand vous il a écrit la bonne question sur une enveloppe verte, je ne peux pas faire un Et autre vous choix. la lisez à haute voix et sans crainte. Yannick Jadot, un coup dans l'eau. Point d'interrogation. Il faut rappeler que vous êtes le directeur de campagne de Yannick Jadot, le candidat vert à l'élection présidentielle en France. On a l'impression quand même que les Verts, ils récoltent jamais beaucoup de voix au présidentiel. Hein. Attendez. La campagne commence à peine et s'installe à peine dans la tête des Françaises et des Français. Yannick Jadot a réussi à rassembler toute la galaxie écologiste après une primaire citoyenne ouverte où nous avons débattu devant les Françaises et les Français. Le dispositif de campagne est en place, l'équipe de campagne est au travail. La campagne réellement commencera à partir de janvier. Et vous allez voir que nous allons tout faire pour faire la démonstration que c'est une grande mobilisation citoyenne. Et vous ferez mieux que Zemmour ? Autour de l'écologie, autour du social. Et j'espère, moi, qu'on aura l'occasion de faire le débat autour des vrais problèmes des Français et des Français, et pas autour des provocations, des appels à la haine. Zemmour aussi, il dit qu'il rencontre les vrais problèmes des l'invocation d'un Français. passé fantasmé qui est convoqué pour diviser et faire peur, et pas pour nous projeter dans l'avenir. Merci Mounir Satouri, merci Ariane Dirix de vous être arrêté à Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe.